Nous sommes de retour au Grand Palais, au cœur de l'exposition Cartier, le style et l'histoire. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de vous accueillir, Stéphane Bern. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais parmi vos multiples talents, je dirais que celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que vous êtes spécialiste de l'histoire des familles royales. Il paraît. Il paraît. Et il se trouve que la famille Cartier a été fournisseur officiel de plus de 24 cours européennes. On en a ici quelques exemples avec une magnifique vitrine qui abrite des diadèmes absolument somptueux. Et la première question que je voulais vous poser, c'est laquelle de ces pièces portées par la noblesse a le plus retenu votre attention dans cette exposition? Écoutez, forcément, la pièce qui m'a le plus interpellé, c'est celle qui vient de la cour d'Angleterre. Pourquoi? Parce que comme disait Édouard VII en 1902, eh bien, Cartier, c'est le roi des joailliers et le joaillier des rois. Effectivement, le diadème que portait Catherine Middleton le jour de son mariage avec le prince William d'Angleterre est forcément le plus emblématique. Vous savez qu'il avait été imaginé pour la future reine Élisabeth, la future reine-mère. C'était un très beau diadème, qui est plus princier que royal d'ailleurs, parce qu'il est absolument sans ostentation, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop imposant. Et finalement, le choix s'est porté sur ce diadème qu'on appelle le diadème halo, parce que j'imagine que ça crée une espèce de halo de lumière avec tous ces diamants. Et c'est sans doute une pièce historique et une pièce très, très belle et qui appartient à l'histoire contemporaine, puisque ce mariage a quand même été vu par plusieurs milliards de personnes dans le monde entier. C'est un plaisir de vous écouter, Stéphane, d'autant que vous êtes vraiment incollable. Donc j'aimerais vous emmener voir une autre pièce de joaillerie de la duchesse de Windsor cette fois. La duchesse de Windsor aussi adorait la joaillerie. On dit qu'elle s'habillait plutôt classiquement, mais qu'elle plaçait toute son extravagance dans des parures excentriques, comme celle qu'on voit dans cette vitrine. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'était une femme qui a été l'une des grandes élégantes. Il faut dire aussi que c'était sa façon à elle d'avoir des preuves d'amour de la part de son mari. Il ne faut pas oublier que son mari, l'éphémère roi Édouard VIII d'Angleterre, devenu duc de Windsor, eh bien, avait abandonné la couronne pour elle, pour l'amour d'une femme, disait-il. Et c'était elle, Wallis Simpson. On dit qu'en amour, il y a pas que des mots, il faut des preuves. Et les preuves, vous les avez sous les yeux. Preuves? Ce sont ces bijoux. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que cette femme a fait vraiment évoluer le style de la maison Cartier. Parce que c'était des commandes spéciales. Par exemple, ce flamand sur un pied, extraordinaire, vous voyez, constellé de pierreries, de diamants, et elle le portait en broche. Elle était connue pour son bestiaire. Cette pièce extraordinaire, vous voyez, cette panthère sur une émeraude qu'elle portait en broche, et qui est devenue effectivement à la fois symbolique de la duchesse de Windsor et symbolique de la maison Cartier. C'est dire l'influence que la duchesse de Windsor et son style, en quelque sorte, a eu dans l'évolution du style de la maison Cartier. L'histoire de la maison Cartier est évidemment indissociable du glamour hollywoodien, avec le goût immodéré des actrices de l'époque pour la haute joaillerie. Je pense notamment à Liz Taylor. On disait qu'elle avait les yeux couleur améthyste. Est-ce qu'on peut penser que, quelque part, elle était un peu prédestinée à devenir une croqueuse de diamants? Absolument. D'ailleurs, quand elle a publié son autobiographie, elle l'a intitulée « Mon histoire d'amour avec les bijoux ». C'est vous dire qu'elle aimait ça. Mais c'est indissociable des hommes, d'ailleurs. Regardez cette pièce. C'est un collier de diamants et de rubis, mais qui pouvait être monté en diadème, comme vous le voyez sur la photo. Et il lui a été offert par Mike Todd en 1957. Mais en vérité, celui qui l'a plus couverte de bijoux, c'est son deuxième mari qu'elle a réépousé par la suite, c'est Richard Burton, évidemment. Mais Richard Burton lui a surtout offert en 1969, année érotique, eh bien, un très beau diamant, le Burton Taylor, qui faisait plus de 69 carats. Pour qu'on ne regarde que cela. Ne me regardez pas dans les yeux. Alors on le voit dans cette vitrine, la princesse Grèce de Monaco était particulièrement liée à la maison Cartier. Comment est né ce lien? C'est un double lien en réalité, à la fois de la famille princière de Monaco, puisque depuis 1920, c'est attesté dans les comptes, Albert Ier de Monaco était déjà fourni par la maison Cartier. Et la princesse Grâce se fournissait déjà à New York lorsqu'elle était actrice. Mais ce qui est important, c'est qu'en avril 1956, elle épouse le prince Régnier III de Monaco. Sa bague de fiançailles que vous voyez ici vient de la maison Cartier. Et puis, sur son portrait officiel, regardez bien, vous avez à la fois ce collier et vous avez les clips des fleurs comme ça, avec des rubis et des diamants. Toujours le blanc et le rouge, les couleurs de la principauté de Monaco. On est
est là devant des pièces particulièrement spectaculaires qui sont cette collection de reptiles qui ont été spécialement commandés par l'actrice mexicaine Maria Félix. Alors Maria Félix, c'était une actrice, mais c'était aussi un peu une diva avec ses caprices. C'était une grande diva. Et d'ailleurs, vous savez, elle est allée chez Cartier la première fois acheter des bijoux avec des panthères. Et puis elle les a ramenés, elle a dit non, la panthère, c'est pas pour moi. Il lui fallait un emblème à sa mesure ou à sa démesure. Et elle a opté pour le reptile. Et voilà le résultat. Vous avez ici, par exemple, ce collier qui est constitué de 2500 diamants. Donc les reptiles deviennent son emblème. En 1975, Maria Félix entre dans la boutique Cartier. On raconte qu'elle est venue avec un bébé crocodile. Je n'y étais pas, je ne peux pas en témoigner. Toujours est-il qu'elle se fait confectionner ces deux petits crocodiles que vous voyez, l'un en or et diamant, l'autre en or et émeraude. Il y en a quand même plus de 1500 à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est que son extravagance a aussi poussé la maison Cartier vers encore plus d'innovation. Absolument. Les grandes commanditaires, en quelque sorte, ont fait évoluer le style de la maison Cartier parce que chaque fois, il fallait répondre à des exigences, à des véritables défis. Ce serpent articulé, ces crocodiles articulés demandaient beaucoup de dextérité des ateliers. Non seulement de trouver les bonnes pierres, mais aussi de trouver la technicité qui allait permettre à l'actrice de porter de façon tout à fait agréable un collier serpent autour du cou. Donc c'est vous dire que les grandes clientes ont fait non seulement évoluer le style, mais aussi la dextérité, la technicité des ateliers Cartier. Merci beaucoup Stéphane Bern. Merci à vous. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un instant à une des personnalités qui a vraiment marqué l'histoire de la maison Cartier. Et cette personnalité, c'est Jean Cocteau. Poète avant tout, mais aussi dramaturge, dessinateur, cinéaste, Jean Cocteau a commandé à Cartier l'élaboration de son épée d'académicien lors de son intronisation à l'Académie française. Et sur cette épée, on retrouve notamment la lyre d'Orphée, Orphée qui était le double poétique de l'artiste, mais aussi une émeraude offerte par son ami Coco Chanel. Ce que l'on sait moins, en revanche, de cette relation Cocteau-Cartier, c'est qu'elle a permis de donner le jour à ce qui est peut-être l'une des plus jolies scènes du cinéma français. Nous sommes en 1946, sur le tournage de La Belle et la Bête. Derrière la caméra, Jean Cocteau. Mon père, ce monstre est bon. Dieu du ciel, un diamant. Un autre. C'est la preuve que les filles le protègent, car j'ai pleuré en pensant à lui. Ces diamants sont peut-être du diable. Donc c'est une scène très importante. C'est le moment où la Belle, en fait, vient de quitter le monde de la bête. Elle va se rendre compte que finalement, derrière cette bête affreuse se cache un cœur bon et généreux. Et là, elle pleure en racontant ça, et elle pleure des perles de diamants. Voilà. Il faut savoir que Cocteau, par souci de réalisme à ce moment-là, a demandé à Cartier de lui fournir des vraies perles de diamants, et ça, il ne voulait pas transiger. D'ailleurs, il y a un journal de tournage où il raconte un peu, raconte un peu tout ça. Ces larmes de perles de diamants, c'est un symbole, c'est une image extrêmement belle. La lumière d'Henri Alcan, qui est l'un des plus grands chefs opérateurs que le cinéma français ait eu, qui fait une lumière presque naturaliste. Cocteau disait dans son journal, je veux faire effectivement, ça va être un film poétique, mais à aucun moment je ne vais penser à la poésie. Donc il essaie vraiment d'être le plus réaliste possible. Beaucoup de décors étaient naturels, à part les intérieurs, mais tout l'extérieur, c'est des vraies campagnes. Donc on essayait vraiment, presque plus de 10 ans avant la nouvelle vague, à se servir de la réalité d'un décor, la réalité des lieux, pour faire cette histoire, et une histoire qui est totalement fantasmée. C'est ça le pari du film, et la scène dont on parle, la scène de ces pleurs, évidemment est emblématique de ça.